Bonjour, aujourd'hui avec Vianney, on va voir l'arrimage d'un bonsaï avec chacun de nous. Certaines personnes ont besoin d'un peu plus de calme, d'autres un peu plus d'activité. Il y a des bonsaïs pour satisfaire tous les goûts personnels de chacun. Alors, bonne émission! Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Claude, ça va bien? Oui. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que nos arbres, nos bonsaïs ont besoin comme traitement l'hiver. Parce qu'on a différents types d'arbres qui ont besoin de différentes conditions l'hiver. Puis étant donné qu'on est dans un climat qui est quand même froid, chaque arbre a vraiment des besoins qui sont spécifiques à l'espèce. Moi, j'attire l'attention des téléspectateurs là-dessus parce que très souvent, cette paragraphe-là, c'est ce qu'on manque. Oui. C'est ce qui fait que nos arbres meurent. Oui. Parce qu'on n'a pas préparé comme il faut pour l'hiver. Exactement. OK, on écoute. Puis, contrairement à ce que les téléspectateurs pourraient imaginer ou que différentes personnes peuvent imaginer, on n'emporte pas notre arbre dans la maison l'hiver, à moins que ce soit un arbre tropical. Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils viennent nous voir, quand on jase avec eux autres, ils disent « Bien, c'est facile, pour moi, l'hiver, je vais prendre mon arbre, je vais l'emmener dans la maison, je vais le mettre dans mon salon. » Mais il faut se rappeler quels sont les besoins de l'arbre. Puis, dans beaucoup de cas, on utilise des arbres rustiques. C'est l'espèce qui va déterminer Oui. qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça. Comme le bougainvillier ne peut pas geler du tout. C'est ça. Euh, Le bougainvillier fait partie des groupes d'arbres qu'on appelle tropicaux. ouais. Les arbres tropicaux, eux autres, c'est la chaleur à l'année longue qu'ils aimeraient avoir. On t'écoute. Fait on a parlé du tropical. C'est un arbre que s'il y a une gelée, il pourrait mourir. Autrement dit, c'est un arbre que quand on arrive vers le début septembre, il faut vraiment faire attention, suivre la température parce qu'une nuit à -2, -3, c'est fini, c'est il fait. est mort. Donc, le tropical, lui, c'est sûr qu'à la fin de l'été, il s'en vient dans la maison. Ça, c'est le côté où maintenant dans la maison, il faut lui donner le plus de lumière possible. L'environnement qu'il a besoin. C'est ça. OK. Là, si on regarde à l'autre côté de la médaille, c'est nos arbres indigènes. Des arbres comme le mélèze, comme... C'est celui que tu as pris dans le nord du Québec. Oui, hein? c'est OK. ça, c'est ça. C'est un mélèze qui vient de la Côte-Nord. Le mélèze a besoin d'une période de dormance au froid l'hiver. Faut qu'il gèle, lui. Faut qu'il gèle, OK. il faut qu'il dorme. Puis c'est important, c'est un concept assez étrange à dire pour un arbre, mais un arbre indigène a besoin d'une période de dormance. La période de dormance est déterminée par la nature ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de suivre et respecter sa période de dormance dans notre préparation pour l'hiver. Au fond, le mélèze est à l'aise sur la Côte-Nord parce que sur la Côte-Nord, il y a la période de dormance qu'il a besoin d'avoir. Exactement. OK. Exactement. Je suis. Donc, pour les arbres qu'on dit indigènes, ils sont rustiques. Autrement dit, on va parler des fois des mélèzes, on va parler des cèdres, on peut parler des pins gris. Ces arbres-là, ils sont rustiques et sont capables de dormir dehors l'hiver. Donc, il faut les laisser dans un endroit approprié dehors. On peut les laisser dehors, mais il y a une alternative Ah, OK. qu'on va explorer ensemble. Maintenant, il y a une autre catégorie d'arbres. L'autre catégorie d'arbres, elle a besoin d'une période de dormance, mais ne sont pas assez rustiques pour nos hivers. Par exemple, on a ici un érable japonais. L'érable japonais a besoin d'une période de dormance d'environ 90 jours. Mais par contre, il ne peut pas aller en bas de -5, -8 degrés Celsius. OK. Plus bas que ça, c'est fatal. Plus bas que ça, c'est fatal. Donc, comment on fait pour lui offrir une période de dormance sans le mettre dehors l'hiver parce qu'il va mourir? On emprunte de l'espace dans le congélateur. On peut négocier avec notre conjointe pour prendre l'espace dans le congélateur si l'arbre est assez petit. Mais là, ça devient comment on fait pour lui fournir les conditions qu'il a besoin. Puis, autrement dit, c'est des conditions contrôlées. Qu'est-ce qu'on va viser? C'est de lui donner les conditions où la température va varier, mettons, entre -2 et +2. Ça serait les conditions idéales. Donc, celui-là, quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un érable japonais, a à considérer est-ce que j'ai l'environnement nécessaire pour l'hiver. Ça peut me déterminer si je m'occupe d'un érable japonais ou non. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, on a déterminé 3 catégories.
de rusticité, si on veut. Leur capacité à endurer le froid, l'intensité du froid, puis quelle période. Par contre, on n'a pas déterminé si on laisse notre arbre indigène, qui est rustique, si on le laisse dehors l'hiver, qu'est-ce qu'on fait avec? Comme exemple, si j'ai une table dehors l'hiver, puis je me dis, je vais laisser l'arbre sur ma table l'hiver, comme il l'est l'été. Quelle est la différence entre... Aux intempéries, au froid, à tout, là, oui, OK. C'est ça. Donc, c'est quoi la grosse différence entre l'arbre dans la nature puis l'arbre qui est sur la table ici? C'est le bol, le plat. C'est la température à laquelle les racines vont être exposées. Ah, OK, c'est ça. Parce que dans la nature, les racines sont assez creuses dans le sol, puis même s'il fait un moins 20 ou un moins 30 à la température de notre ceinture ou de la table, dans le sol, il y a une certaine isolation. OK, une certaine chaleur. Ben oui, il y a une certaine chaleur qui vient du sol, puis il y a de la neige par-dessus le sol. Qui veut dire que la température dans le sol, s'il fait, mettons, moins 20, moins 30 ici, c'est peut-être moins 10 dans le sol. Alors, il faut que je recrée dans la cour chez moi les conditions de l'arbre quand il est dans la nature. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imaginer pour quelques minutes que ça, c'est le niveau du sol. OK. L'idée... Avant la neige, évidemment. Avant la neige, tu as bien raison, parce qu'une fois que le sol est gelé puis la neige est montée, ça ne fonctionne plus. L'idée, c'est de mettre les racines de l'arbre à la température du sol. Pour faire ça, on imagine que ça, c'est le sol ici. On va creuser un trou pour pouvoir mettre le pot dedans. Maintenant, en mettant mon pot ici, je vais mettre du paillis partout alentour. Pour protéger l'intérieur. OK. Puis l'autre chose qu'on fait, c'est l'endroit où on creuse pour mettre le pot dans le trou, on va choisir un endroit qui est proche d'un salage. Pour un peu de chaleur. Oui, parce que le salage libère un petit peu de chaleur qui fait que le sol alentour, il n'est pas aussi froid. Encore là, on génère un petit peu de chaleur parce que faut s'imaginer, les racines dans le pot vont pas creuser. Il n'y en a pas de racines à 4 pieds dans la terre. C'est ça, OK. exactement. Il ne va pas tellement creuser. OK. Donc, il faut lui donner une protection additionnelle aux racines. D'accord. Fait, on fait ça quand l'arbre nous donne des signes qui s'en vont en dormance. Un arbre indigène va lui donner des signes. Dans le cas du mélèze, les aiguilles viennent jaunes, puis à ce moment-là, on sait que l'arbre est tombé en dormance. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est seulement à ce moment-là, on va creuser le trou dans la terre, puis on va mettre l'arbre dedans, et on va mettre le paillis alentour. Maintenant, une question intéressante. On dit qu'on aimerait ça avoir l'arbre proche du salage d'une maison ou d'un garage. Quel côté de la maison choisirait-on pour faire notre trou pour mettre l'arbre? Je vais vous donner deux choix. Côté sud ou côté nord? Sur le côté sud, bien souvent, il y a des doux temps en janvier là, où le soleil chauffe un peu puis ça fond pas mal. Oui. J'imagine que c'est pas bon pour l'arbre. Tu as bien raison. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme tu dis, quand on a les 2 semaines de plus 10 en janvier, le côté sud de la maison... Ça chauffe encore plus. C'est ça. Le côté sud de la maison va chauffer plus, la neige va fondre, le sol va dégeler et l'arbre peut potentiellement se réveiller. S'il se réveille, l'arbre pourrait mourir la semaine d'après ou les 2 semaines après. Tu veux vraiment lui donner sa période de dormance sans interruption. C'est ça. Donc, pour garantir que l'arbre ne se réveille pas dans les 2 semaines de janvier ou février qui sont très, très chaudes, on choisit de le mettre proche de la fondation de la maison, côté nord. Côté nord, OK. Puis en plus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que s'il n'y a pas beaucoup de neige cet hiver-là, on va empiler de la neige alentour du tronc. OK. Je dois surveiller puis m'assurer qu'il y ait de la neige pour qu'il soit bien abrillé. Exactement. Au lieu d'être emmitouflé au chaud, il va être emmitouflé au froid. Dans la neige. OK. La neige, elle sert d'isolation. Donc, ça va protéger les racines des températures de moins 20, moins 30 qu'on a. D'accord. Parce qu'en dessous de la neige, les Esquimaux vivaient dans des igloos à l'ancien temps. Donc, on est protégé par la neige. Fait que ça couvre les arbres rustiques, les arbres qui sont capables, on parle ici du climat dans la région de Gatineau, Ottawa. Différentes régions vont avoir différents climats d'hiver. Donc, c'est important de s'adapter à la région où on habite. Mais généralement, au Québec, il n'y a pas de climat chaud. J'essaie de m'imaginer quelqu'un qui demeure en Floride ou qui va passer l'hiver en Floride puis qui apporte son mélèze avec lui en Floride.
Pauvre mélèze, oui. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? On dit que nos arbres indigènes et certains arbres autres, ils ont besoin d'une période de dormance. Okay. Admettons que moi, je décide, j'aimerais ça que mon arbre, il ne dorme pas cette année, puis j'aimerais ça le réveiller de bonne heure. L'avoir avec moi pour le temps des fêtes. C'est ça. Fait que je l'emmène en Floride, l'arbre se met à pousser beaucoup, puis à ce moment-là, il n'aura pas eu sa période de dormance, il va s'affaiblir. Il va s'épuiser. Il va s'épuiser, Okay. il va s'affaiblir. Puis ça pourrait aller au point que si on fait ça 2 hivers en ligne, l'arbre, sa santé va dégrader sérieusement. C'est beau. Mon arbre tropical, lui, a besoin d'une dormance aussi, d'une période de repos. Il y a une légère période de repos au Canada, mais dans le sud, dans les pays chauds, je pense pas qu'il dort beaucoup. Ouais. C'est une légère période où peut-être les durées de la journée Il sont... prend ce qu'il a besoin. Oui, puis c'est ça. OK. Un tropical, s'il y a vraiment du soleil et de la chaleur toute l'année, il va pousser toute l'année. OK. Il est assez unique pour ça. Les ficus aussi. Ficus, c'est la même chose. J'essaie de trouver des arbres que les Ouais. gens ont habituellement chez eux. Là. Oui. Là, on va considérer quelle approche qu'on peut prendre pour un érable japonais ou dans ce genre d'arbre-là qui ont besoin d'une période de dormance, mais qui ne sont pas capables de prendre le moins 5 ou plus froid. Mhm. Parce qu'on dit, le mélèze, les arbres rustiques, en les mettant dans la terre, ils vont être capables de prendre, les racines vont être à moins 10 environ, donc c'est très froid, et l'érable japonais ne peut pas le faire. Les façons de gérer ça, ça pourrait être un garage chauffé, Ah, OK. ou le garage est chauffé, Un semi-abri. un semi-abri. Le garage, il serait chauffé, mettons, à 2 degrés Celsius, OK. ou entre moins 2 et 2 degrés. Donc, c'est un environnement contrôlé. L'environnement contrôlé, oui. Ça prend un espace un peu plus spécialisé pour s'occuper Oui. de ce type d'arbre-là. Exactement. Alors, quelqu'un qui le garde dans la maison à longueur d'année, il ne faut pas qu'il se surprenne qu'à un moment donné, l'arbre Va dépérisse décéder. et qu'il meure. C'est ça. Alors, c'est assez particulier au niveau des différents types d'arbres, Oui. puis de l'endroit qu'on a chez nous, comment s'installer et comment en prendre soin. Exactement. Hey, merci, Vianney, c'est super Ça bien. m'a fait plaisir. Maintenant, Jean-Claude, on va regarder si les gens s'intéressent et voudraient commencer dans le bonsaï. C'est quoi les différentes sources de matériel, de sources d'arbres qu'on peut se procurer? Parce qu'il y en a toute une variété. Par où on commence? Par où on commence? Ouais. Pour quelqu'un qui dit, ben moi, je vais avoir du plaisir à partir de la plus petite chose possible, ben ça serait une semence. Mais une petite graine de Mais semence. ça prend de la patience, là. Oui, c'est un projet à long terme, mais c'est un projet qui est plaisant parce qu'on a le plein contrôle sur la forme de l'arbre. C'est tout valable, ça. oui, c'est valable aussi parce que tu vis l'expérience depuis les tout oui. débuts. OK. Puis on a quelque chose à apprendre dans la façon que la semence, la pousse va se développer. Puis l'autre extrême, c'est quand quelqu'un nous fait un cadeau d'un Oui. bonsaï, Oui. puis là, on a la responsabilité C'est ça. de le maintenir. Fait on a vraiment la semence, puis si quelqu'un vous apporte un bonsaï fini, ça, c'est les deux extrêmes. OK. Il reste juste à le maintenir en santé à ce moment-là. Le beau défi. Oui. Entre les deux extrêmes, entre la semence puis l'arbre fini, on a différentes façons. On va aller dans l'ordre de longueur de projet, si on veut. On peut faire des boutures. Une bouture, c'est prendre une petite section d'un arbre qu'on sait qu'il va être capable de générer des racines, comme ici. C'est une bouture du bougainvillier qui est ici. Puis pour donner la chance à la bouture de prendre, on va y enlever les feuilles d'en bas parce qu'on veut avoir le moins de feuilles possible parce qu'il n'y a pas de racines. Ce petit tronc-là Oui, parce ici, que là, Les feuilles vont assécher, hein? oui, c'est ça. Il n'y aura rien qui va nourrir là, il n'y aura pas de racines. Donc, on garde, je dirais, 3 feuilles maximum. Ah, OK. Puis, on s'assure, dans le cas du bougainvillier, on s'assure d'avoir une portion qui a du bois. Je les coupe à ongles, une belle coupe. Ensuite, je prends de la terre à jardin normale parce qu'elle garde plus son humidité. Je fais un petit trou dedans avec une petite baguette. La raison pour laquelle je fais le petit trou dedans, je ne veux pas forcer la petite tige délicate qui est ici.
Quand je veux l'insérer, je veux vraiment pas la forcer. Parce que j'ai appris que la vie, c'est sur le bord de l'écorce autour de la tige à l'avant. Fait qu'on ne veut pas briser ça. On ne veut pas l'abîmer. Donc, j'ai fait le petit trou. Je l'insère délicatement dedans. Attends un peu, voir. On va le monter ici, là. Okay. Reprendons ton geste pour que tout le monde puisse bien le voir. Je le mets dans le petit trou que j'ai fait. Je vais le refaire une autre fois. Une fois qu'il est dans le trou, je fais tout simplement écraser un petit peu le sol alentour. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de racines. Étant donné qu'il n'y a pas de racines, on ne peut pas mettre l'arbre en plein soleil. Les feuilles vont tout simplement tomber et l'arbre va mourir. Et non plus en plein vent, parce que l'arbre va commencer à spinner dans le trou, ça ne marchera pas. Donc, c'est une façon de démarrer, une bouture, mais ça demande des soins initiaux quand même importants. Il faut le mettre en pouponnière. En pouponnière, exactement. Si on est capable de vaporiser de l'eau sur les feuilles, ça serait idéal parce que les feuilles peuvent absorber l'eau puis se nourrir en attendant que les racines se développent. On pourrait aussi faire un dôme en plastique alentour, très, très, très humide, qui fait que pendant que les racines se développent, les feuilles absorbent l'humidité. Ça, c'est une façon. Encore là, on parle d'un long projet. Mais pour vous donner un exemple, une bouture comme ça devient un arbre de ce genre-là, possiblement dans 4, 5, 6 ans. Donc, ça prend un certain temps avant de développer le tronc pour qu'on puisse travailler avec. C'est un projet plus long. L'autre façon qui est très intéressante, c'est d'aller dans une pépinière. Ben oui, on est dans une pépinière ici, et d'acheter un arbre de pépinière pour ensuite le transformer. L'avantage, dans un cas comme ça, on a déjà un tronc. Il est déjà mature. Il est déjà mature. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce tronc-là? Ça va être de choisir quelle branche on garde, quelle branche on coupe, quelle branche on plie, qu'on va ligaturer, qu'on va plier. Comme on a déjà vu. C'est ça. Donc, on part déjà d'un matériel avec un tronc. Le projet, dans ce cas-ci, il serait plus d'une durée 5 à 7 ans avant que l'arbre soit beau. Ah. Par contre... Excuse-moi. Oui. Quand on dit beau, c'est pour être présenté dans des expositions. Je te connais, là. C'est ça. Présenté dans des expositions Exactement. de gens très connaissants de bonsaï et tout. Oui. Mais il peut quand même être appréciable pratiquement dans la première saison. Oui, tu as bien raison. Pour un néophyte, là. Oui. Okay. Définitivement, le plaisir de le voir, il va avoir une forme, ça va avoir dans un bonsaï. OK, dès le début. C'est ça, dès le début. Donc, définitivement, ça, c'est la façon, je dirais, la plus populaire qu'on enseigne dans les sociétés de bonsaï. Ah, comme chez nous, à la société, là, on commence avec ce genre de projet. C'est le type de matériel le plus facile à se procurer. Ah, OK. En même temps, toutes les racines sont dans le pot, l'arbre est en santé. Donc, on n'a pas, à l'opposé, c'est que si on va cueillir un arbre dans une forêt, c'est nous autres qui va creuser pour ramasser des racines. On ne peut pas tout ramener les racines à la maison. C'est ça. Fait que dans ce sens-là, ici, on a un résultat plus garanti. Mais de toute façon, pour ceux qui sont plus économes, ça coûte vraiment, c'est vraiment pas dispendieux de ramasser un restant d'arbre à la fin de la saison, puis on le prend pour en faire un bonsaï, puis au fond, on a payé ça à pratiquement moitié prix. C'est ça. L'avantage aussi, à la fin de la saison, c'est que les arbres qui restent sont souvent les arbres considérés les moins beaux parce qu'ils ont des troncs tordus. Bien, les gens de bonsaï, ils adorent les troncs tordus. Fait que c'est sûr qu'on aime beaucoup ça. OK. L'autre façon de se procurer des arbres, c'est d'aller dans la forêt dans nos régions. À un endroit dont on a la permission de faire de la cueillette. C'est important. On ne peut pas aller se promener n'importe où avec notre pelle puis notre sac. C'est ça. Le terrain de M. Leblanc, sans lui demander la permission, c'est pas bienvenu. C'est pas bienvenu. Une fois qu'on a la permission puis qu'on a remarqué sur le terrain qu'il y a des arbres qui se porteraient bien à du bonsaï, comme le mélèze qui est ici, par exemple. Ça, il s'agit d'avoir la technique pour creuser un trou alentour des racines, de ramasser assez de racines pour que l'arbre survive, puis ensuite le laisser récupérer pendant un an, ensuite commencer à le travailler et l'empoter. Il faut quand même qu'il dorme un peu dans un pot en attente d'être travaillé. Oui, il y a, dépendamment de la grosseur, si tu en prends un que tu as coupé beaucoup de racines,
on laisse la terre initiale dans certains cas, on la laisse là, on ne dérange pas l'arbre. On y a déjà causé énormément de stress en coupant des racines, mais c'est très dépendant sur la grosseur du tronc. Dépendant aussi, j'imagine, sur la variété de l'arbre. Certains arbres vont tolérer qu'on dérange les racines et d'autres moins. C'est ça, tu as bien raison. Certains feuillus, comme des érables, comme des pommiers, sont capables de générer des racines extrêmement facilement. Ah, OK. Donc, intéressant. On peut se permettre de couper des racines plus drastiquement dans ce cas-là. D'autres arbres, comme les épinettes, c'est tout l'inverse. Ah. Comme les pins aussi. Les pins, c'est tout l'inverse. Il faut en ramasser au moins 70 des racines. Sinon, puis on connaît certains arbres, dépendant de la hauteur, on peut avoir les racines assez longues. Oui, c'est ça. Fait que là, il faut déterminer au moment de la cueillette quelle espèce que j'ai à faire avec, combien de racines, comment loin je pense que les racines vont aller. Fait que c'est des facteurs qui rentrent en jeu. Là, on va aller une étape plus loin. Là, on parle ici d'une cueillette dans notre région, en dedans d'une heure de voiture, où on a eu la permission. À l'autre côté des cueillettes, c'est pour que les mordus de bonsaï, ils recherchent des arbres que la nature a créés, que la nature a formés. Il est beau. Il y a une belle courbure dedans. Il y a des belles courbures dedans. C'est un arbre qui a eu la vie très difficile. Il a vécu sur la côte nord, au Québec. Il a eu la vie très difficile. Ce genre d'arbre-là, il a déjà énormément de caractère. Si on regarde l'écorce de près, on parle d'une écorce ici là, qui démontre que l'arbre a beaucoup d'âge. Là, on parle d'un arbre qui a plus de valeur au départ à cause qu'il y a du mouvement créé par la nature. Le tronc, il arrive avec toutes sortes de courbes dedans. C'est la nature qui a créé ça. C'est pas l'humain. Autrement dit, la nature, c'est tout un artiste. Par contre, le défi qu'on a avec les arbres sur la côte nord ou des arbres dans la nature qui ont la vie difficile, c'est comment loin qu'ils vont les racines. Parce que là, vu que c'est un arbre comme ça, là, il peut avoir facilement entre 40 et 60 ans. Puis, après 40 à 60 ans, il n'est pas plus haut que ça. Par contre, ses racines s'étendent assez loin. Fait que là, il faut que notre technique de collecte soit un peu plus précise. Il faut être capable de déterminer où vont les racines. Puis aller les chercher au loin pour les remballer, puis essayer de les amener le plus possible. Exactement. OK. Alors, on touche pas mal celui qui veut commencer avec du facile, du moins compliqué, allant du plus compliqué. Puis là, ici, on veut vraiment aller loin là, avec notre affaire, parce qu'on était allé chercher du matériel vraiment plus sophistiqué. Puis ça, généralement, c'est les passionnés du bonsaï qui vont aller faire des voyages de cueillette dans un environnement qui est très... Les grands explorateurs. Les grands explorateurs. Par contre, le matériel, il vaut la peine. Il vaut la peine, c'est ça. Comme on a vu, Jean-Claude, il y a différents types d'arbres avec différents besoins pour l'hiver, puis qui ont besoin de différents soins. Donc, ça fait beaucoup de choses à retenir, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Fait que là, c'est important que les téléspectateurs réalisent que l'environnement où ils vivent dedans a une relation avec quel arbre ils peuvent se permettre. Par exemple, si quelqu'un vit dans un édifice au 18e étage, puis il veut se procurer n'importe quel arbre, puis il veut laisser sur son balcon l'hiver, ça va être problématique. Surtout s'il y a besoin de l'enterrer. C'est ça. Sur un étage de balcon, c'est assez difficile. Exactement. S'il fait moins 30 sur le balcon, il va faire moins 30 dans les racines. Donc, l'endroit où on vit a une importance sur le choix d'arbres qu'on va faire. Puis comme on a vu, le climat dans lequel on vit est important dans notre choix d'arbre, puis il faut savoir comment gérer l'arbre dans notre climat. D'accord. Il y a des climats, juste entre Gatineau et Toronto, par exemple, il y a une différence de climat qui est considérable, qui fait que certaines opérations vont être faites différemment. Ça, les livres ne sont pas vraiment à point. Ils le sont un peu, en général, mais pas vraiment spécifiques à la région où on demeure. C'est ça qui arrive. Parce que la température, Oui, puis c'est là que ça devient important de se joindre à une société
dans la ville où on vit, parce que les instructions, les conseils qu'on va donner, les techniques de culture sont adaptées. De toute façon, ces clubs-là sont à but non lucratif. Exactement. C'est uniquement pour pouvoir partager. Oui. Les plus anciens qui en connaissent un peu plus sont capables de partager aux plus jeunes, comme moi, Oui. puis comme toi, tu as fait avec moi. Et puis, comme ça, c'est comme ça qu'on avance un pas après l'autre. Exactement. OK. Fait qu'il y a un bénéfice à joindre une société, définitivement. Là. Nous, on a notre société qui est affichée sur les fins d'émission à chaque fois, mais il y a des sociétés un peu partout au Québec. Oui, J'en ai vu à Montréal, il y en a à Québec. Joliette, OK. fait, il y en a plusieurs. Chaque société, généralement, va avoir son site Facebook et son site Internet. OK. Nous, c'est le nom officiel pour trouver sur Facebook, c'est Ottawa Bonsai Society. ou en En français, français, Société de bonsaï d'Ottawa. d'Ottawa, qui Ouais. comprend en fait les francophones puis Oui, les c'est ça. anglophones d'Ottawa. On couvre le côté Ottawa et Gatineau. Là. Mais c'est bien. Ouais, OK. ouais, ouais. Écoute, moi, j'ai le goût de remercier plein de monde pour nous avoir donné cette chance-là. Remercier Michael Saint-Pierre de les pépinières Emery Centre du Jardin. Définitivement. Et ils nous ont donné l'endroit pour qu'on puisse présenter ça. Oui. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe des techniciens et la réalisation de MaTV. Oui. Ils ont été formidables. Ils ont écouté comme des élèves Oui. idéales, là. C'était super. J'ai aussi le besoin de remercier les spectateurs d'avoir été ici à nous écouter. Au moins, ça nous a donné la chance de rentrer chez vous, de vous expliquer un peu notre passion qui est celle des bonsaïs. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un bonsaï, c'est vraiment fait pour tous. Tout le monde, oui. Alors, merci beaucoup à tous. Merci tout le monde.